PSF 211, méthode de recherche en psychologie, rebonjour. Bienvenue à cette capsule dans laquelle on va continuer de parler un peu d'échantillonnage probabiliste. On avait commencé dans la dernière capsule à parler de ça. Et on va continuer sur les échantillonnages non probabilistes. Alors, il me restait à vous parler de certains trucs par rapport à l'échantillonnage probabiliste, entre autres l'échantillonnage systématique. L'échantillonnage systématique, c'est très simple. Vous demandez à un ordinateur de vous générer aléatoirement deux chiffres, comme par exemple 4 et 7. Et vous avez une liste d'individus et vous commencez avec le quatrième individu que vous sélectionnez pour faire partie de votre échantillonnage, votre échantillon. Et ensuite, vous faites des bonds de 7. Donc, vous allez prendre le quatrième, la quatrième personne, ça va être la première personne. Ensuite, 4 plus 7, 11. Vous prenez la 11e. 11 plus 7, 18. Vous prenez la 18e. 18 plus 7, mes mathématiques mentaux commencent à tomber en morceaux. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quelque chose de même. 25e personne. Ensuite, 32e personne. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'échantillonnage systématique. C'est quelque chose qui peut se faire. Très souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser des combinaisons de techniques d'échantillonnage. Plusieurs recherches vont combiner les techniques. Par exemple, il y a certaines techniques qui utilisent de l'échantillonnage multiniveau, par exemple strat multiniveau, avec du suréchantillonnage en plus, parce qu'il y a certaines strates qui sont très petites et pour que ces analyses statistiques-là fonctionnent, il faut un certain nombre d'individus. Tout ceci est correct du moment que les grappes ou les strates ou les grappes ou les individus dans les strates sont sélectionnés aléatoirement. L'échantillon va représenter la population, ce qui va maximiser la validité externe de l'étude. Donc, du moment qu'il y a à quelque part la notion la notion d'aléatoire, dans le fond, du moment que les choses sont faites aléatoirement le plus possible, ça augmente la validité externe de l'étude. Pour contrôler, pour certains biais, on peut aussi supplémenter l'échantillonnage aléatoire avec une technique statistique qui s'appelle la pondération. Donc, par exemple, si l'échantillon final contient moins de membres d'un sous-groupe qu'il ne devrait, par exemple, imaginons que vous avez tout fait aléatoirement et vous vous rendez compte que même aléatoirement, vous avez obtenu moins de jeunes adultes et moins de personnes religieuses dans votre échantillon que vous pensiez avoir ou que vous devriez avoir selon les strates dans la société, selon le pourcentage de jeunes et le pourcentage de personnes religieuses dans la société, ben vous pouvez, et vous n'avez pas eu le temps de faire du suréchantillonnage pour régler ça, parce que vous vous rendez compte après le fait, par exemple, mais vous pouvez ajuster les données pour que les réponses des gens de ces catégories-là, des gens qui sont des jeunes adultes et des gens qui sont des personnes religieuses, aient plus de poids dans l'analyse finale. Donc ça, c'est l'idée de la pondération. C'est un peu la même stratégie, mais de l'autre bord que le suréchantillonnage. Le suréchantillonnage, c'est si vous avez des strates qui sont petites, vous allez les rendre plus grandes pour permettre aux analyses statistiques de fonctionner, puis ensuite vous allez ajuster à la baisse les résultats qui viennent de ces strates-là. Okay? Et à la place, la pondération, c'est que, disons, vous avez des strates très petites. Vous pouvez aussi laisser les analyses rouler, mais augmenter le poids auquel vous accordez, le poids que vous accordez aux résultats venant de ces groupes-là qui sont, dans l'exemple des jeunes adultes ou des personnes ou des personnes religieuses. Okay? Donc, c'est deux stratégies différentes. Donc, les échantillonnages aléatoires maximisent la validité externe, mais ils ne sont pas toujours possibles. Des fois, ils peuvent être difficiles à obtenir, dépendant du contexte de la recherche. Et dans certaines recherches, l'objectif, je devrais dire, dans certaines recherches, la validité externe n'est pas nécessairement vitale pour les buts de la recherche. Dans ce cas-là, on peut se contenter d'échantillons non aléatoires. Si je fais une recherche qui porte sur les Canadiens et qui tente de dire quelque chose sur les Canadiens, la validité externe est vraiment importante. Mais si je fais une recherche qui tente à voir si tel médicament pourrait aider pour tel problème,
Hein? Mais la validité externe est moins importante. Surtout que cette étude-là peut être prise à plein de différents endroits dans le monde. Puis on peut se rendre compte au bout d'un moment que hey, ça fonctionne partout. Donc ça fonctionne, c'est généralisable un peu à tout le monde dans le monde, par exemple. Tu sais? Donc c'est moins un problème dans certains cas. Donc dans certains cas, on va utiliser des techniques d'échantillonnage non probabilistes. On devrait toujours, évidemment, utiliser du probabiliste. Ou on devrait toujours avoir dans notre échantillon le plus possible d'aspects aléatoires. Mais c'est pas toujours possible. Mais donc dans ce cas-là, on peut se contenter d'échantillons non aléatoires. Et encore là, comme vous vous souvenez, il en existait un paquet d'aléatoires ou de probabilistes, mais il existe aussi un paquet de non aléatoires ou non probabilistes. Et encore une fois, quand je dis non aléatoire, je veux pas il est quand même possible de mettre un petit peu de trucs aléatoires à l'intérieur, même si l'échantillonnage lui-même n'est pas aléatoire. Vous allez voir ce dont je veux parler plus tard. Alors, un premier exemple, technique d'échantillonnage non probabiliste, un échantillon de convenance. Un échantillon de convenance, c'est que c'est non aléatoire, c'est non probabiliste, je devrais dire. Vous allez utiliser les individus qui sont les plus facilement accessibles au moment de la recherche. Donc, imaginons que moi, je veux faire une recherche. Et ce que je vais faire, c'est que, par exemple, je vais peut-être demander à des étudiants du CMR de participer à ma recherche. OK? Bon, en tant que prof, je peux pas faire ça, là, mais je pourrais donner la recherche à, par exemple, un étudiant ou une étudiante qui est à la spécialisation et qui fait sa thèse de spécialisation, et elle ferait de la recherche sur les participants, elle demanderait des participants dans son groupe de monde à CMR. Okay? Donc ça, c'est un échantillon de convenance. Et c'est probablement la technique la plus utilisée en sciences psychologiques. Parce que plusieurs études sont faites dans des universités auprès d'étudiants universitaires. Hein? Il n'y a pas ça ici au collège, mais il y en a dans plusieurs universités. Un genre de truc qui s'appelle un système de participation à la recherche. Souvent, ça fonctionne, ces échantillons de convenance-là, avec un système de participation à la recherche. Très souvent, les étudiants ont accès à des points ou des crédits partiels pour participer à des projets de recherche en tant que participants. Okay? Mais, encore une fois, il faut garder en tête que ces étudiants-là ne sont peut-être pas représentatifs d'autres populations, au niveau de l'âge, au niveau du niveau d'éducation, etc. Évidemment. Mais pour certains projets de recherche, c'est moins important, ça. Parce qu'on peut toujours reprendre le projet de recherche avec d'autres gens moins éduqués, plus éduqués, de différents âges, puis voir si les données concordent avec le nôtre. C'est pas un problème. Okay? Mais c'est ça, comme je dis, ce système de participation à la recherche-là, il n'existe pas ici au collège. OK? Donc ça, c'est l'échantillon de convenance, non probabiliste. Mais encore une fois, pour vous expliquer ce que je voulais dire quand je disais que on peut quand même mettre un peu de choses aléatoires dans un échantillon non aléatoire ou non probabiliste, comme un échantillon de convenance, c'est que imaginons que j'ai deux groupes, okay, dans mon étude. J'ai un groupe expérimental puis un groupe contrôle. Okay? Puis le groupe expérimental va boire du café, puis le groupe contrôle va boire du café décaféiné, puis on va leur faire un test sur les mathématiques, dans le but de vérifier l'impact de la caféine sur la capacité à résoudre du mathématique mentale, par exemple. Quelque chose de même. Okay? Ben, même si j'ai un échantillon de convenance, là, imaginons que j'ai 50 personnes okay, dans mon échantillon. C'est un échantillon de convenance. Bon, d'accord. Mais je peux quand même, à partir de cet échantillon de convenance de 50 personnes, je peux quand même maintenant aléatoirement décider qui va aller dans le groupe expérimental et qui va aller dans le groupe contrôle. Donc, même si mon échantillon de convenance est complètement non probabiliste, la manière par laquelle j'ai décidé qui va dans tel groupe et qui va dans tel autre groupe, elle est probabiliste. Et mes 50 personnes, chacune des 50 personnes, ont une chance égale de se retrouver dans l'un groupe ou dans l'autre.
OK? Donc, euh, il y a quand même un aspect aléatoire dans la façon dont je distribue les gens dans le groupe. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que même dans un échantillon non probabiliste comme un échantillon de convenance, OK? Euh, je peux quand même le traiter, mettre le plus possible d'aspects aléatoires là-dedans. Et ça augmente un peu la validité de l'étude. Ça augmente la force de l'étude, si on veut. L'échantillon de convenance est aussi souvent utilisé pour des études en ligne. Okay? Beaucoup de chercheurs vont utiliser des sites web comme Amazon's Mechanical Turk, qui est un site web où si vous enregistrez à ce site web-là comme participant, des chercheurs mettent des paquets d'études là-dessus. Souvent des trucs auto-rapportés. Là. Pas nécessairement. Il peut y avoir des trucs différents, mais très souvent de l'auto-rapporté. Et vous répondez à des sondages et vous faites payer pour ça. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'argent, là. C'est quelques dollars par étude. Là, mais en tout cas. Et il y a aussi Prolific Academic, je veux dire, que moi j'utilise pour certaines de mes recherches. Et ça me donne accès à des répondants en ligne qui se sont inscrits au site web pour retirer une somme très minime d'argent. Mais je veux dire, si tu fais des études à journée longue, tu réponds à des questionnaires à journée longue, peut-être te faire, je sais pas moi, une vingtaine de dollars, peut-être, je sais pas. Il y a des enjeux, il y a des problèmes potentiellement avec ça qui sont intéressants, comme si un de mes participants à mon étude là-dessus, mon étude est le 10e questionnaire auquel il répond aujourd'hui. Est-ce que ces données seraient potentiellement biaisées par le fait qu'il a répondu à 10 autres questionnaires avant? Est-ce qu'il pourrait être moins motivé? Tu sais, il y a des questions vraiment pressantes par rapport à ça. Et aussi, même si c'est convenient, il est possible que les gens qui complètent des études en ligne soient vraiment différents des autres en ce qui concerne certains traits de personnalité ou même l'affiliation politique. Pensez à des gens, un, qui savent qu'il existe ces choses-là, deux, qui décident de prendre leur temps pour répondre à ces questions-là, sans qu'on les oblige. Et ils font ça d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se sont inscrits au site, et pour très peu d'argent. Ce sont des gens qui seront probablement assez éduqués, probablement au niveau politique plus de gauche. Vous allez avoir des gens plus conservateurs aussi, là, mais probablement plus de gauche au niveau politique. Puis j'essaie pas de faire un lien entre ça et l'éducation. Là. Ça me tente pas d'essayer de décortiquer ça. Là. Et des gens probablement assez intelligents. Tu sais, donc, il y a des questions réelles par rapport à ouais, mais les gens qui répondent à ces questions-là, c'est-tu vraiment. Mais encore là, si le but de votre étude n'est pas nécessairement d'avoir une excellente validité externe, si c'est pas central à votre étude, si vous vous intéressez plutôt à d'autres formes de validité et vous vous dites que votre étude pourrait être reproduite à d'autres moments dans d'autres pays avec d'autres gens hein, pour vérifier si en effet ça se généralise, c'est moins un problème, disons. L'échantillonnage dirigé est une autre technique d'échantillonnage non probabiliste. Je n'avais pas fermé mon son, je vais le faire au cas où j'ai un courriel. Okay. L'échantillonnage dirigé. Si les chercheurs souhaitent étudier seulement certains types d'individus, ils peuvent recruter uniquement ceux et celles qui possèdent ces caractéristiques. Hein? Donc, et si on fait ça de manière non aléatoire, on dit que l'échantillonnage est dirigé. Parce que vous pourriez vous dire, mais l'échantillonnage dirigé, c'est pas juste du strat, ça, dans le fond? Comme par exemple, si dans un échantillonnage par strat, je veux juste avoir, par exemple, je sais pas moi, des femmes de 55 ans dans mon échantillon, puis je veux juste avoir des hommes de 75 ans, par exemple. Disons. Okay? Je peux aller aléatoirement je peux me monter une banque de femmes de 55 ans puis d'hommes de 75 ans puis aller aléatoirement, en tirant leur nom dans un chapeau, tirer des gens de ces deux strates-là. Dans tel cas, c'est aléatoire. Oui.
C'est aléatoire et probabiliste. Mais la différence ici, c'est que si c'est fait de manière non aléatoire, on va dire que l'échantillon est dirigé. L'échantillon non probabiliste dirigé. Ça veut dire si je décide, je veux cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là, cet homme-là, cet homme-là et cet homme-là. Et c'est pas aléatoire, dans ce cas-ci, c'est moi qui décide c'est qui. Okay? Vous pourriez vous demander pourquoi diable est-ce qu'on voudrait faire les choses si mal que ça? Ben, ça dépend. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas des gens aléatoirement? Ben, ça dépend. Par exemple, des chercheurs qui veulent étudier l'efficacité d'une intervention de cessation de tabagisme, évidemment, ne vont échantillonner que parmi des fumeurs. Or, si ceci est fait aléatoirement, l'échantillon n'est pas dirigé. Mais s'il recrute des fumeurs à l'aide d'une affiche dans une tabagie du coin, ça devient dirigé. Okay? Donc, les participants ne sont pas sélectionnés aléatoirement. L'idée, c'est que si votre étude est faite sur les fumeurs, ben, techniquement, théoriquement, tous les fumeurs au monde devraient avoir une chance égale de participer à votre étude pour que ce soit un échantillon aléatoire. Probabiliste, je veux dire. Peut-être vous pourriez vous restreindre aux fumeurs canadiens. Bon, ben, tous les fumeurs canadiens devraient avoir une chance égale. No way que vous pouvez faire ça. Hein, c'est impossible. Or, si vous mettez une affiche dans une tabagie du coin, ben, vous allez être capable d'obtenir des fumeurs, parce que les fumeurs vont acheter des cigarettes, ou dans les dépanneurs, par exemple. Okay? Mais là, ça devient dirigé, parce que vous vous basez uniquement sur une certaine tabagie. Okay? Donc, c'est pas comme si chaque Canadien fumeur a une chance de participer. Juste ceux qui vont dans cette tabagie-là vont voir l'étude et vont potentiellement participer. Et donc, l'échantillon pourrait ne pas être représentatif de la population des fumeurs au sens plus large. Ça se peut qu'il y ait quelque chose à propos des gens qui vont dans cette tabagie-là qui est différent. Bon. Sauf que, encore une fois, il y a façon de mettre un peu d'aspect aléatoire là-dedans. Parce que vous pourriez identifier 10 tabagies et en prendre 3 aléatoirement. Demandez à l'ordinateur d'en sélectionner 3 aléatoirement. Et vous iriez afficher dans ces 3 tabagies-là. Donc, vous pourriez utiliser un échantillonnage dirigé, mais qui est quand même partiellement basé sur quand même un certain aspect probabiliste, un certain aspect aléatoire. Et le plus de cet aspect aléatoire que vous pouvez mettre dans votre étude, le mieux. Même si au bout du compte, c'est dirigé, mais votre choix était basé sur un certain aspect aléatoire parce que c'est l'ordinateur qui aléatoirement a décidé telle tabagie plutôt que telle autre. Voyez-vous? Mais ça serait vraiment purement dirigé, pas du tout aléatoire, complètement non probabiliste. Si c'était vous qui décidez, on va aller à cette tabagie-là parce que je l'aime, par exemple, cette tabagie-là, ou parce que c'est plus proche du laboratoire, par exemple. T'sais, bon. Échantillonnage en boule de neige. C'est une technique qui est dérivée de l'échantillonnage dirigé, dans laquelle vous demandez aux participants de recommander des gens pour participer à l'étude. C'est très simple. Disons que ça pourrait commencer, imaginons que ça commence avec échantillonnage de convenance. Okay, je mets une annonce, puis 10 personnes viennent faire mon étude. Ça, c'est pas je mets une annonce, pardon. J'échantillonne alentour de moi. Ben, je mets une annonce alentour de moi, dans le fond. Comme un courriel à CMR, disons, hey, je fais une étude de telle affaire, je cherche des élèves pour participer à mon étude. 10 élèves viennent participer à mon étude. Très bien. Et maintenant, donc ça serait du convenance. Tu sais. Et là, je leur demande, à chaque personne, je leur dis, connais-tu quelqu'un que tu pourrais, tu sais, qui aimerait faire cette étude-là aussi? Puis là, ces 10 personnes-là m'amènent chacune 2 personnes. Donc là, j'arrive à 20 personnes, plus mes 10 personnes du début, j'arrive à 30 personnes au total, tu sais. Et là, je demande à ces deuxième et ces troisième personnes-là, connaissez-vous quelqu'un? Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça grossit. Mon échantillonnage grossit comme une boule de neige qui qui descend de pente. Okay? Puis qui grossit. Ça fonctionne bien pour des populations spécifiques, ça. Par exemple,
si vous faites une étude sur la gestion de la douleur chez des gens atteints de la maladie de Crohn's, ben, c'est pas tout le monde qui a la maladie de Crohn's. C'est vraiment pas tout le monde. C'est relativement rare. Hein? Mais chose est sûre, quelqu'un qui a de la maladie de Crohn s'intéresse beaucoup à tout ce qui est... Ben, pas tout le monde, mais généralement, ces gens-là ont lu beaucoup sur la maladie de Crohn, ont participé à des groupes d'entraide, des rencontres, et connaissent d'autres gens qui souffrent de la maladie de Crohn. Ils sont peut-être sur des chatboards sur l'Internet pour des gens qui ont ces genres de maladies-là. Et donc, ils connaissent des gens qui ont cette maladie-là. Pas tout le monde, mais souvent. Okay? Et donc, si vous faites une étude sur la gestion de la douleur, puis chez les gens atteints de la maladie de Crohn, puis vous avez des participants. Ces participants connaissent peut-être aussi des gens qui aimeraient aussi faire partie de l'étude pour apprendre à mieux gérer leur douleur. Okay? Évidemment, la plupart du temps, cette technique-là va donner des échantillons peu représentatifs, parce que les gens sont souvent recrutés via les médias sociaux, ce qui n'est pas aléatoire, évidemment. Mais encore là, ça dépend. Des fois, vous pouvez faire rentrer un certain aspect aléatoire là-dedans. Si je garde mon exemple de la maladie de Crohn, puis je demande à des gens, connais-tu d'autres gens qui ont cette maladie-là, puis finalement, en utilisant cette technique-là, je me rends à, je sais pas moi, 30 personnes, un échantillonnage de 30 personnes, puis je veux comparer deux façons de gérer la douleur, la façon A et la façon B. Ben, je peux prendre aléatoirement dans ces 30 personnes-là, 15 personnes faire partie du groupe A, puis 15 personnes faire partie du groupe B. C'est juste, donc il y a quand même un aspect aléatoire là-dedans. Et mon échantillonnage serait un peu mieux à cause de ça. L'échantillonnage par quota en est un aussi qui est non probabiliste. Vous vous souvenez sûrement de l'aléatoire stratifié, où j'allais prendre un échantillonnage qui tenait en compte certaines strates, certaines distributions dans la population de certaines caractéristiques. Ben, l'échantillonnage par quota, lui aussi, il identifie des sous-groupes dans la population d'intérêt, comme le strat. Et il vise un nombre cible pour chaque catégorie dans l'échantillonnage, comme le strat. Par exemple, j'ai besoin de 80 Canadiens d'origine sud-asiatique, 80 Canadiens d'origine africaine, etc. Donc, jusqu'à maintenant, c'est comme le strat. La différence, c'est que le strat, vous allez chercher des gens dans les strates aléatoirement, alors qu'ici, vous le faites non aléatoirement. Les chercheurs échantillonnent de la population d'intérêt non aléatoirement jusqu'à ce que les quotas soient atteints. Okay? Donc, la différence vraiment avec l'échantillonnage stratifié aléatoire, c'est qu'ici, on utilise la convenance ou l'échantillonnage dirigé pour sélectionner des individus dans chacune des strates. Donc, c'est la version stratifiée, mais non aléatoire. Hein? Dans certains cas, la validité externe d'un sondage avec échantillonnage aléatoire peut être confirmée, comme dans le cas des élections, par exemple. Okay? Si vous faites des élections, puis avant les élections, vous aviez un certain échantillonnage aléatoire qui essayait de voir pour qui les gens vont voter, ben vous pouvez confirmer la validité de votre sondage par les résultats des élections. Mais dans plusieurs cas, on ne peut jamais vraiment confirmer la validité externe de notre échantillon, de notre étude, dans le fond. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'assurer que l'échantillon est le plus probabiliste possible. Okay? Et comme je vous dis, même dans de l'échantillonnage non probabiliste, on peut mettre un petit peu d'aspect aléatoire là-dedans, dans la façon dont on distribue les gens. Un truc pour maximiser la validité, pas nécessairement, ça ne maximise pas vraiment la validité externe, ça, mais ça rend l'étude plus sérieuse, disons. Bon. Un autre truc intéressant, c'est qu'on pense souvent, à tort, que plus grand l'échantillonnage est, plus il est représentatif. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Okay? Lorsqu'un phénomène est très très rare, il va falloir un large échantillon
pour localiser assez de cas de ce phénomène-là. Évidemment, parce que le phénomène est rare. OK? Mais un échantillon représentatif est beaucoup plus important qu'un grand échantillon. Ce que j'essaie de dire, c'est que représentatif ne veut pas dire grand, nécessairement. Pour des sondages d'opinion, par exemple, un échantillon aléatoire de 1000 à 2000 personnes est plus que suffisant. Peu importe la taille de la population. 1000 à 2000 personnes, c'est assez. Même pour des populations de centaines de millions. 1000 à 2000 personnes, c'est bien assez. Plus on augmente la taille de l'échantillon, plus la marge d'erreur de l'estimation diminue. Mais les gains en confiance rétrécissent progressivement aussi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la différence entre un échantillon aléatoire de 500 personnes et un échantillon aléatoire de 1000 personnes, elle est grande. C'est beaucoup mieux 1000 personnes. Puis la différence entre 1000 et 2000, elle est grande aussi. C'est beaucoup mieux 2000 que 1000. Mais à partir de 2000, si vous passez à 3000 ou à 5000, vous gagnez de moins en moins en termes de comment confiance devrait avoir au résultat. Passez à 6000, 7000, vous gagnez de moins en moins en termes de... Ça ne vous donne pas plus confiance. Ça veut dire qu'à l'entour de 1000 ou 2000, là, vous allez avoir une estimation qui est très bonne et dans laquelle vous allez avoir le plus de confiance que vous pouvez avoir. Avoir plus de gens dans votre échantillon, ça ne va pas nécessairement donner des résultats dans lesquels vous devriez avoir plus confiance. Donc, je vous laisse là-dessus. Salut!